Bonjour à tous. Durant cette présentation, on va vous parler un peu de notre retour d'expérience chez Augury et de comment JavaScript et d'autres technologies nous ont aidés à croître. Et on va vous présenter une compilation un peu de tout ce qu'on a appris depuis qu'on existe. Je m'appelle David Babel, je suis développeur JavaScript full stack. J'ai fait mon premier site à l'âge de 14 ans sur Word 97. Bonjour à tous, moi c'est Carles Sistar, merci d'être venu. Je suis Head of Engineering chez Augury, donc je travaille pour quelques équipes. Et en fait, donc, à 14 ans, moi j'avais pas d'ordinateur, je suis un peu plus âgé, et mon premier site c'était Joomla. Donc voilà, et aujourd'hui, pourquoi on est là? Il faut savoir qu'Augury, donc on a commencé il y a 4 ans, c'est une société qu'on a commencé en tant qu'on est startup, on a grandi très très vite. Et donc on voulait vous faire justement un retour d'expérience du côté technique, comme on a fait, qu'est-ce qu'on a appris pendant ces années-là, pour essayer de faire croître cette société du côté technique sans bloquer le business. Okay, donc on ne va pas vous parler de management, on ne va pas vous parler de process, de communication, ce qui est très important aussi dans cette croissance. On va plutôt vous parler de la partie technique. Cette présentation, du coup, on va la diviser en 3 parties. Une première partie, on va vous expliquer donc, les contextes d'Augury, sur quoi on travaille pour que vous compreniez toutes les contraintes techniques. Donc ça va être très rapide. Et tout de suite, on va passer à des choses plus intéressantes. C'est donc une première partie où je vais vous expliquer l'architecture microservices qu'on a mise en place, donc voilà, tous les trucs qu'on a appris dans le tas, toutes les petites best practices qu'on essaye de mettre en place dans la société. Et ensuite, en dernière partie, David, il va vous présenter plus à niveau du code, quelques best practices à appliquer pour essayer de minimiser la dette technique et essayer de réaliser des projets au plus vite possible sans rien casser et avec une qualité maximale. Du coup, rapidement, qu'est-ce que c'est Augury? Donc vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé très peu de développeurs et aujourd'hui, dans l'IT, donc on est une centaine de personnes. Okay, et qu'est-ce qu'on fait? Donc en gros, nous, on est une plateforme où que notre technologie nous permet de collecter des données consentées des portables, des utilisateurs qui sont en portable, Android ou iOS. Toutes ces données-là, on la reconstitue, c'est consenté par les users. Et on reconstitue un data lake qui nous détermine le journey de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on s'appelle un Mobile Journey Marketing Cloud. Le journey, c'est quoi? Donc, c'est quelle application il utilise à chaque moment, quel site web il peut visiter, etc. etc. Et du coup, donc, comme vous pouvez vous imaginer, avec toute cette information-là, qui vient de 400 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, donc tout autour, on peut faire plein de services. Que ce soit donc, des études de marketing, de ciblages publicitaires, etc., etc. David et moi, donc, on est là depuis le début. On a eu la chance d'avoir cette croissance et on travaille plutôt dans la partie publicité. D'accord. Et dans la partie publicité, on se trouve avec des grandes contraintes. Okay, donc on a déjà une très forte charge. Donc il y a toutes ces 400 millions d'utilisateurs qui nous appellent pour que nous on puisse afficher une publicité ou une autre en fonction de la data qu'ils nous envoient. On reçoit en même temps 2 téraoctets de données par jour. Donc il faut traiter, gérer, processer, transformer pour qu'on puisse l'utiliser de façon optimale. Un temps de réponse très limité dans le monde de la pub, donc il faut répondre toujours à moins de 10 millisecondes. En tout cas, c'est la limite que nous on se pose entre tous les services, à répondre à moins de 10 millisecondes pour pas perdre de la perf. Le plus on prend de temps pour répondre, le plus on perd en perf. L'archi est très complexe, donc on a grandi très vite. Aujourd'hui, on en est aux alentours de 50 microservices qui tournent en production. Beaucoup de big data, donc beaucoup de jobs qui tournent, une soixantaine par jour qui tournent constamment pour calculer tous les algorithmes. Et tout ça donc, dans un environnement très agile où on ship un prod 300 releases par mois. Et pourquoi? Donc parce que voilà, c'est un milieu qui change beaucoup, il faut être très réactif au marché et il faut avancer au plus vite possible. Donc avec une release par mois, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais du coup, tout ça, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on est vraiment aujourd'hui légitime à vous parler de croissance? Il faut
faut savoir que nous sommes une startup qui est née en 2014 et qui a grossi vite, très vite, pour atteindre aujourd'hui 20 équipes agiles composées d'une centaine de développeurs qui maintiennent à peu près 400 projets sur GitHub, dont une cinquantaine sont des microservices. On a connu une croissance fulgurante, puisque dès la première année, on a été rentable, et depuis, chaque année, on a doublé nos effectifs et notre chiffre d'affaires pour atteindre l'année passée 107 millions de chiffre d'affaires pour 329 collaborateurs. Et en 2019, on a encore pour objectif d'augmenter notre croissance et de passer à 600 collaborateurs. C'est pour ça qu'on a un recrutement très actif. Et cette croissance, elle a été aussi reconnue dans le monde de la tech, puisque sur les résultats 2016, au début de notre vie, au classement l'Express des startups 2017, on est arrivé 7e, c'est basé sur le chiffre d'affaires. Et ce qui est marquant, c'est que nous, à cette époque-là, on existait depuis 2 ans, là où ceux qu'on peut voir en tête de classement existaient depuis 6 ou 7 ans. L'année suivante, on a quitté ce classement des startups, puisque nous sommes devenus ce qu'on appelle une scale-up. Et au début de l'année dernière, on a gagné le Scale-up Awards 2018. Alors bien sûr, on est super content de ce succès, mais si on vous en parle, c'est surtout que cette croissance, il a fallu s'adapter techniquement pour la supporter. Et c'est ça notre légitimité aujourd'hui à vous parler de croissance. Augury, c'est une entreprise qui est née 100% cloud. On a une infrastructure aujourd'hui sur AWS qui nous permet de diffuser de la publicité sur 400 millions d'utilisateurs. Tout notre process repose sur un très haut standard de l'agilité et on est une boîte très JavaScript. Et tout l'enjeu pour nous, c'est de faire du JavaScript avec un haut niveau de résilience puisque au moindre bug en prod, on peut perdre très rapidement beaucoup d'argent. Et ce sont les 3 éléments principaux qui nous ont permis de scaler techniquement. Donc je passe la main à Carles qui va vous parler de la première solution qu'on a adoptée pour gérer notre croissance. Du coup, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, on a commencé donc, il y a 4 ans, en sachant que voilà, on a pris un peu dans le temps dans toutes les évolutions qu'on a fait. Et donc là, maintenant, je vais vous faire quelques retours au niveau d'archi qu'on a pris en compte et qu'on essaie d'évangéliser au sein de la boîte pour accompagner cette croissance et que ça ne bloque pas le business à cause de la tech. Côté publicité, ce qu'on fait, donc nous, on est un ad exchange, c'est ce qu'on appelle un ad exchange dans le milieu. Qu'est-ce que c'est? Donc il faut l'imaginer comme une plateforme de trading immense où il y a, donc on est en train de coûter les 400 millions d'utilisateurs qui nous appellent pour demander de la publicité et que nous, donc de façon très rapide, il faut qu'on traite ces messages-là et qu'on choisit sur les milliers de campagnes qu'on configure dans notre back-end pour essayer de trouver, matcher en fonction des goûts de chacun, quelle publicité il faut lui afficher de façon très rapide. Tout ça, en plus, donc à chaque fois qu'on génère des publicités, qu'on affiche des pubs, il y a beaucoup de métriques qui sortent de là, que ce soit des impressions, des clics, des actions que l'utilisateur peut faire ou pas dans le téléphone. Toutes ces métriques qui sont remontées chez nous, ils sont gérés par la Tech Change, ils sont calculés, ils sont processés, ils sont envoyés dans des outils de tracking qui sont très importants pour monitorer comment ça se passe, si on perd de l'argent, on gagne. Voilà, c'est très important, comme dans n'importe quelle plateforme de tracking. Ensuite, en même temps, ces SDK qui sont installés dans les téléphones, ils envoient en même temps de la donnée consentée pour les users qui ont accepté de partager ces data-là avec nous. Ils nous envoient beaucoup de données, donc les 2 téraoctets par jour. Et ça, donc voilà, du côté serveur, il faut processer pareil et il faut faire en sorte que tous les algorithmes de ciblage qui tournent, il y a beaucoup de machine learning, il y a beaucoup de big data derrière qui avec plusieurs types d'algorithmes, en fonction du type de profil ou de campagne, applique tout ça de façon immédiate, de façon live, et qui donne des infos à l'ad server, à la Tech Change, pour dire voilà, quelle publicité il faut donner à chaque moment, s'il en faut servir. Parce que peut-être qu'on peut déterminer aussi qu'il ne faut pas lui en servir. Du coup, pour ça c'est un peu l'architecture, il faut s'imaginer ça, je l'ai mis plus simple, mais il faut s'imaginer ça, plein de microservices partout qui s'interconnectent entre eux. Et de façon escalable, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Quelles sont les plus grosses contraintes? Donc je vais faire 3 gros points et je vais les aborder un par un. Le premier, c'est la manque de fluidité qu'on peut avoir dans une architecture microservice qui grandit aussi vite. On manque de scalabilité des tests d'intégration et on manque d'homogénéité de la plateforme. On va commencer pour la première. On manque de fluidité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une fois qu'on a une architecture de microservices qui s'interconnectent les uns les autres, ils peuvent avoir parfois des dépendances circulaires. Donc il y a des interconnexions qui sont très complexes.
Ça complexifie beaucoup l'architecture. Quelqu'un qui arrive de nouveau, en sachant que nous on est en train de aussi augmenter beaucoup en termes d'effectifs, de ressources. Les nouveaux développeurs, ils ont beaucoup de mal parfois à connaître tout l'environnement, parce que c'est très rocambolesque. On a beaucoup de difficultés pour automatiser les tests end-to-end. Quand il y a des microservices qui s'enchaînent les uns les autres, si on veut faire un test end-to-end, c'est assez compliqué. On sait tous que c'est dans le maintenir, dans le tout, c'est très compliqué. Et un temps de réponse hors contrôle. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur ces microservices-là. S'il y a une équipe qui touche un microservice qui met un truc en production, ça va peut-être rajouter un peu de temps de latence. Et ce temps de latence, il va se traspasser à l'entrée du serveur frontaux. Et que du coup, voilà, au lieu de 10 millisecondes dont on parlait tout à l'heure, ça va passer à 11 et ça peut poser des problèmes ailleurs. Du coup, la solution qu'on a mis en place depuis donc, presque le début de la société, c'est l'introduction d'un système de code et message, Kafka. Je pense que vous en avez entendu parler ces jours-là. On parle que de ça. Et du coup, donc on l'a mis derrière tous les serveurs frontaux qui ne nécessitent pas d'entraînement lourd. Donc l'idée c'est que l'AttExchange ou n'importe quel serveur frontaux puisse répondre au plus vite possible. Donc il va faire le minimum de travail possible pour répondre au plus vite. Et tout ce qui peut être traité plus tard, des process lourds, on va les envoyer sur Kafka. Et du coup après on peut mettre derrière plein de consommateurs qui consomment donc toutes ces données-là, qui processent, qui met peut-être le résultat de cette process, il va le mettre dans une base de données de rapide accès, NoSQL ou autre, qui va donner ces résultats de façon live à la plateforme AttExchange. J'ai dit donc ne pas reporter demain ce que nous pouvons faire avec Kafka, parce qu'en fait aujourd'hui, si on veut splitter un peu le microservice, le monolithe, on va essayer enlever des choses de la partie live pour calculer un background des process, alors qu'avec Kafka, ce qu'on peut faire, c'est on peut le traiter live, ou de façon asynchrone en tout cas, et calculer des trucs qui arrivent. Et du coup, donc avec Kafka, on l'utilise depuis 4 ans, et franchement, on a des très bons retours là-dessus. On trouve que toutes les problématiques dont on parlait tout à l'heure, en fait, ils sont un peu résolus. Les temps de réponse, ils deviennent contrôlés, parce que finalement, les traitements lourds qui peuvent alourdir le temps de réponse, ils sont traités de façon asynchrone. C'est beaucoup plus facile d'automatiser les tests, parce que du coup, tu as juste à simuler l'entrée et la sortie de Kafka, et tous les services ils peuvent être testés séparément d'une façon ordonnée. Et les interconnexions, du coup, ça devient beaucoup plus facile, parce que on voit que l'architecture devient beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus facile à comprendre pour quelqu'un de nouveau qui arrive. Deuxième point dont on parlait tout à l'heure, c'est la manque de scalabilité des tests d'intégration. Nous, dans une architecture comme ça, pour être serein que le nouveau test il peut être bien intégré, on ne voudrait pas automatiser les tests end-to-end, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est très compliqué. S'il y a quelqu'un qui modifie un microservice au milieu de la chaîne, il risque de péter tous les tests qu'on a automatisés, qui a pris beaucoup de temps. Donc ça voudrait dire qu'à chaque fois, on serait en train de casser des trucs dont on ne maîtrise pas. On voudrait aussi que les tests d'intégration soient isolés un max, mais avec une cohérence assurée, justement pour ne pas casser cette chaîne. Et on voudrait aussi évangéliser les best practices de chaque service pour que dans la boîte, ou même si on fait de l'open source, donc on veut avoir des outils pour bien évangéliser notre truc, parce que c'est un travail qu'on veut offrir. Et on ne veut pas que ce soit du gâchis, quoi, pour pas que les autres ils font la même chose. Et du coup, donc, la solution qu'on essaie d'évangéliser dans la boîte, c'est de créer des connecteurs. À chaque fois qu'on fait un nouveau service, il faut que ce service-là, il fournit des connecteurs qui soient exploitables pour n'importe quel développeur qui va se connecter à notre service. Plutôt que d'être à lui de redévelopper la connexion de ça, si on lui fournit un connecteur, ça va faciliter beaucoup la tâche. Okay. Donc, ces connecteurs-là, il faut qu'ils aillent un service health check. Il n'y a que nous qui développons le service qui va déterminer comment il faut checker que le service est apte ou pas. Il faut que ces services-là, que ces connecteurs, ils fournissent des contrats de service avec les fichiers proto, si on travaille avec du protobuf, du YAML, si on fait du Swagger, etc. Il faut que ça fournisse une stratégie de recovery.
Ce n'est pas au développeur qui va se connecter de réfléchir comment il faut se reconnecter s'il y a besoin. Et à la fin, donc un service de mock pour assurer tout ce qui est test automatisé. Donc, si on fournit un service de mock, comme tous les gros connecteurs, on prend des exemples sur Couchbase, ils ont leur propre service de mock, sur tout ce qui est donc Amazon, un connecteur DynamoDB, pareil, ça va faciliter beaucoup la tâche des développeurs. Ils vont trouver votre connecteur beaucoup plus sexy et ils vont l'utiliser plutôt qu'à faire un connecteur eux-mêmes. Et un dernier point que je voulais aborder, c'est la manque d'homogénéité d'une architecture microservice. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'équipes qui travaillent en parallèle et qui ne sont pas tous au courant peut-être des best practices qu'on utilise. Chacun il peut partir sur des protocoles différents. Les uns ils peuvent utiliser du REST, les autres du WebSocket, les autres des trucs différents. Et ça devient aussi, c'est bien aussi, c'est un peu la philosophie des microservices, que chacun puisse faire ce qu'il veut. Mais quand on grandit aussi vite en très peu de temps, c'est bien d'avoir un peu de structure et un peu d'évangélisation dans la boîte pour qu'on aille tous dans le même sens. Okay. Et en plus, le fait de faire ça aussi, ça fait perdre beaucoup de temps aux développeurs de réfléchir comment on va se connecter, quelle est la règle de sécurité, etc., etc. Alors que le plus important pour les développeurs dans notre société, c'est qu'ils développent du produit, le microservice en question. Okay. Et qu'est-ce qu'on a fait pour pallier ça? Donc, on essaye d'évangéliser l'application de gRPC par tout ce qui est connexion inter-microservices au sein de la société. Ça nous procure du HTTP2 out of the box, comme ça nous fait gagner beaucoup de temps de connexion, du protobuf, ça nous fait gagner beaucoup de bandes passantes parce que tout est bien compilé, et plusieurs types de connexions, que ce soit du stream ou autre. Okay. Donc ça c'est côté back-end, et côté entre front et back, on essaie d'évangéliser le fait d'avoir un GraphQL. Okay. Du coup, moi je vais vous parler un peu des bonnes pratiques qu'on a mises en place. Comment on a réussi en 4 ans à aller bouleverser un peu le marché de l'advertising mobile. Je donne cours à des masters et je leur avais posé la question de savoir qui avait une idée qui pouvait tout casser sur n'importe quel marché, et ils avaient quasiment tous levé la main. Et faut être honnête, aujourd'hui, l'idée quand on montre une startup, c'est pas d'être un petit artisan de quartier, c'est d'avoir une idée qui peut tout casser rapidement pour faire de l'argent, et si possible, le plus vite possible. Et si vous êtes dans cette salle, et dans la plupart des cas, cette idée, elle passe par une réalisation technique. Du coup, ce n'est pas seulement votre idée qui va faire que ça va réussir, mais c'est aussi sa réalisation technique. Et pour ça, un outil puissant, ça peut être JavaScript. Alors, je ne dis pas que c'est le seul, et je ne dis pas non plus que c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui nous a porté. Déjà parce qu'il est simple à apprendre, ensuite parce qu'il est populaire, et donc il va faciliter énormément le recrutement, et enfin parce qu'il permet de développer rapidement. Aujourd'hui, il faut 3 lignes en JavaScript pour monter une API, par exemple. JavaScript, il a d'autres avantages. Déjà, il est partout. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une stack qui est 100% JavaScript. C'est le cas dans mon équipe, par exemple. Vous pouvez faire des applications SaaS, vous pouvez faire des API, vous pouvez faire des applications mobiles ou de bureau qui sont tous basées sur la même technologie et qui fonctionnent bien. Un autre avantage, du coup, pour développer rapidement, c'est NPM, qui est une ressource énorme de librairies et d'outils que vous devez bien connaître. Mais JavaScript, il vient aussi avec quelques revers qui sont hérités de son histoire. Et le but de ce talk, c'est un peu de vous montrer les outils pour se prévaloir de ça. Un des gros problèmes de JavaScript par rapport à d'autres langages traditionnels, c'est qu'il repose sur une spécification. Et du coup, cette spécification, chaque acteur, que ce soit les browsers ou Node, va un peu l'implémenter à l'époque à sa sauce et aujourd'hui à son rythme. Et donc, si on veut de la rétrocompatibilité sur les environnements, il va falloir qu'on transpile notre code, et c'est souvent là que commencent les problèmes. On va parler du coup un peu ensemble de la JavaScript fatigue. Levez la main ceux qui ont déjà mis un projet JavaScript en place, que ce soit du Node front ou back. Ok. Et levez la main maintenant ceux qui l'ont fait sans jamais utiliser une documentation ou sans utiliser un générateur. Ok. C'est ça qu'on appelle la JavaScript fatigue. Interfacer les outils entre eux, c'est souvent compliqué. Au moment où vous allez le faire, souvent ça va être assez facile d'avoir les choses en tête, mais 6 mois plus tard, quand vous allez revenir sur votre projet, d'une part, il y a beaucoup de choses que vous aurez oubliées, et d'autre part, il y a beaucoup de choses qui auront changé, parce qu'une des forces de l'écosystème JavaScript, c'est qu'il évolue très vite, mais ça peut aussi être sa faiblesse, et c'est ça qu'on appelle la JavaScript fatigue. Trop d'outils, c'est décourageant pour les débutants. Les générateurs d'app, c'est un petit peu un piège, parce qu'ils vont figer vos dépendances, ils vont interfacer beaucoup de choses entre eux, soit que vous ne maîtrisez pas forcément, soit dont vous n'aurez pas besoin, et du coup, on va voir ensemble ce qui peut nous prévaloir un peu de ça. Mais avant ça, on va rencontrer notre ennemi. Et notre ennemi en tant que développeur, c'est la dette technique. La dette technique, ça porte bien son nom, puisqu'un jour, il va falloir la payer. Et ça peut être une des raisons qui fait qu'un concurrent
va être capable de vous dépasser sur un marché concurrentiel. C'est ce qui peut faire naufrager votre projet, c'est pour ça que j'aime bien cette métaphore de l'iceberg. Ça peut être caractérisé par plein de choses, la dette technique. Ça peut être le manque de tests sur un projet qui, en grandissant, va devenir un château de cartes prêt à s'effondrer à n'importe quel moment. Ça peut être des projets incompréhensibles au début dans des startups qui reposent sur les épaules d'une seule personne. Et ça peut être l'utilisation de modules pas maintenus ou de techno vieillissantes, par exemple comme jQuery ou Lodash qui vont flinguer les performances de vos apps, ou CoffeeScript qui va avoir un coût d'entrée énorme pour des développeurs qui ne maîtrisent pas forcément. Et du coup, ces technos, si vos applicatifs reposent dessus, ça sera très difficile de les remplacer par la suite. Le problème, si vous accumulez trop de dettes techniques, c'est demain, en tant que développeur, on va vous payer pour soit corriger des bugs, soit ou gagner des performances peut-être, mais pas pour, en tout cas, développer un produit. Et votre croissance, du coup, elle va ralentir, alors que vous-même, vous avez l'impression d'avoir un produit qui mature et d'avoir l'impression de grandir. Notre but, du coup, ça a été de trouver les bonnes pratiques pour empêcher à notre dette technique de grandir. Mais du coup, en réalité, j'aimerais bien qu'on définisse ensemble ce que c'est qu'une bonne pratique. Quand on recrute plusieurs développeurs par semaine, comme c'est le cas chez nous, chez Augury, il y a deux choses qui sont essentielles. C'est que les développeurs soient facilement intégrés dans notre écosystème et qu'ils puissent facilement adhérer à nos bonnes pratiques. Et on a des équipes agiles, on travaille en sprint, là-dessus on est très classique. Donc d'un point de vue organisationnel, on n'a pas trop de soucis pour s'organiser. Mais moi, je suis développeur et quand je vois ce genre de schéma, quand on me dit qu'à un moment dans mes process, je vais devoir transformer une moto en voiture, comme bonne pratique de développement, c'est pas simple à conceptualiser. Et dans le développement logiciel, en réalité, l'agilité, c'est un concept très intéressant, mais il y a forcément des choix forts qui vont devoir être faits très tôt dans un projet et qui vont driver le projet, surtout en recherche et développement. Choix d'une librairie, d'un transpiler ou d'un bundler, ça sera très compliqué de changer par la suite. Et c'est important de choisir du coup les bons outils pour pas tomber dans ce piège de la dette technique et de la JavaScript fatigue. Alors spoiler alert, chez Augury, on tend à utiliser de plus en plus TypeScript et Rollup, mais du coup, on n'a toujours pas vraiment défini ce que c'était qu'une bonne pratique. Moi, je ne savais pas trop en donner une définition, du coup, je suis allé demander à mon meilleur ami. Alors, comme on fait cette presse en français, je suis allé demander à mon deuxième meilleur ami de me le traduire. Et cette définition, elle parle de règles informelles. Alors, pour information, la définition de informel, c'est qui n'est pas soumis à des règles strictes ou officielles. Ce qui, pour une bonne pratique, n'est pas pratique, justement. Et cette définition, elle parle aussi de la communauté des développeurs de logiciels. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas ma carte de membre. Et c'est là un peu tout le problème en développement informatique. Une bonne pratique, c'est difficile à définir, on n'est pas vraiment formé à ça non plus, et du coup, tout le monde a un petit peu les siennes. C'est un peu le but. D'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle, depuis 2 ou 3 jours, vous voyez des talks qui parfois se contredisent. Nous, on vous parle de microservices, là où Doctolib, vous parlez d'un monolithe, et ils s'en sortent très bien. Chacun a un peu ses bonnes pratiques. Du coup, pour définir une bonne pratique chez Augury, on est parti du principe qu'elle devait répondre à 3 besoins. Créer un minimum de dette technique et de JavaScript fatigue, reposer sur des outils stables et répandus, et être simple et facile à s'approprier dans le cadre du recrutement. Je vais maintenant vous parler de celles qu'on a mis en place. On a beaucoup appris, on s'est aussi beaucoup pris les pieds dans le tapis, et c'est ce qui nous a permis d'extraire nos meilleures pratiques. Et je vais vous présenter un peu cette petite compilation, et vous allez retrouver certainement beaucoup de choses que vous avez vues dans des talks ces derniers jours. Peut-être des choses que vous avez ratées aussi. Première chose dont je vais vous parler, c'est une évidence pour beaucoup, mais ce sont les tests. Moi, je vais surtout vous parler d'outils qui méritent vraiment à être connus en JavaScript. Sécuriser votre code avec des tests, c'est une évidence. Ça sera toujours plus facile et moins long d'écrire des tests une fois que de retester toute une application, toutes les branches d'une application manuellement à chaque fois. Les tests, c'est ce qui va vous éviter du coup de créer un château de cartes en consolidant les bases au fur et à mesure. Et on va consolider, nous, notre château de cartes ensemble. Les bases de tout, du coup, ce sont les tests statiques, un linter, un typage de votre code. Ensuite, on va avoir les tests unitaires, les tests d'intégration. Je pense que la plupart d'entre vous y sont familiers. L'idée, c'est de tester chaque composant et ensuite toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les différents composants. Nous, on fait beaucoup de React, et en React, on utilise React Testing Library qui marche très bien pour faire tout ça. Juste l'idée de devoir écrire des tests, ça va forcer les développeurs à devoir séparer leur code en petites logiques. Et ça, déjà, c'est aussi une bonne pratique, en plus des tests. Et surtout, et c'est là où je voulais en venir, la cerise sur le gâteau, ce sont les tests fonctionnels. Je vais rentrer un petit peu dans le détail là-dessus. Je vais prendre comme exemple une API basée sur Express. Pour le back-end, on a beaucoup plus l'habitude d'utiliser des librairies, comme par exemple Supertest, qui va faire une requête sur mon microservice et qui va me fournir un résultat. Ça peut être une insertion en base de données, ça peut être la réponse de l'API, et je vais pouvoir comparer du coup ce résultat à une référence.
C'est hyper simple à mettre en place. Personnellement, moi, je trouve que c'est même ceux qui ont le plus de valeur, parce qu'on peut facilement faire du TDD, etc. Mais il faut savoir qu'en front-end, maintenant, même si c'est peut-être un peu moins intuitif, on va être capable également de faire ces tests un petit peu boîte noire sur notre application. On va utiliser, chez nous, on utilise un module écrit par Google qui s'appelle Puppeteer, qui va nous permettre de piloter directement un Chromium via une API. Et avec ça, on va pouvoir afficher nos composants directement dans un contexte de page web. Et par exemple, on peut faire plein d'autres choses, mais par exemple prendre un screenshot et comparer screenshot à une référence pour être sûr que quand on développe, on ne va rien casser. Alors il faut le faire dans un conteneur Docker. C'est pas anecdotique parce que d'un système à l'autre, sinon ça peut poser des problèmes. Mais ce qui est fort, du coup, c'est que quand on va faire de la refactorisation, on n'aura pas l'impression de bosser sur un château de cartes parce qu'on verra tout de suite si on a cassé quelque chose dans notre app. C'est hyper puissant comme outil et ça demande vraiment pas beaucoup de travail à être mis en place. Ce qui m'amène à vous parler un peu des 4 piliers qui, pour moi, font qu'un projet est un bon projet. Premier pilier, c'est celui qu'on vient de voir. Un bon projet, il est testé. Ça va nous permettre de refactoriser facilement. Ça va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités aussi très facilement sans faire s'effondrer notre château de cartes. Un bon projet, on sait à quoi il sert et quelles sont ses dépendances. C'est un projet aussi où personne n'est indispensable. Parce que si vous avez un projet où il faut juste faire une ligne de commande pour le lancer et que ça fonctionne bien, si ce n'est pas documenté et que vous êtes le seul à le savoir, c'est perdu. Un bon projet, c'est aussi un projet sur lequel on peut travailler dans un sous-marin. J'aime bien l'image. Parce que pour que votre projet fonctionne, il faut brancher votre système de login en prod ou votre microservice ou votre base de données en environnement de dev, c'est tout perdu. Parce que dès que vous allez avoir un problème sur ces environnements-là, vous allez être vite bloqué. C'est pour ça que les mocks ou Docker ou une présentation que j'ai vue sur Nix hier qui avait l'air vraiment un truc intéressant que je ne connaissais pas, peut vraiment vous aider pour bosser dans un sous-marin. Et enfin, un projet il doit être déployable en un clic sur un bouton, mais ça je reviendrai très rapidement juste après là-dessus. Et du coup, pour moi, ce sont les 4 piliers d'un bon projet. Et si vous enlevez un de ces piliers, tout de suite, vous allez avoir quelque chose qui commence à être bancal. Si vous enlevez 2 ou 3 de ces piliers, vous allez faire une petite prière à chaque mise en prod. Et si vous les enlevez tous, ça sera très difficile d'avoir des projets qui sont résilients. Du coup, très rapidement, j'en parlais juste avant. Un des bons piliers, pour moi, c'est l'intégration continue, le fait de mettre en prod en appuyant sur un bouton. Il faut un truc simple, facile à revert en cas de problème. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ça très bien. Il y a de nombreux outils comme Jenkins ou Travis qui permettent de faire ça automatiquement. Chez Augury, nous, on a la chance d'avoir une stack techno aux petits oignons qui nous permet, par exemple, en tant que développeur, je fais juste une release sur GitHub et automatiquement, mon app, elle va être testée, buildée et envoyée dans le cloud et j'ai pas de souci à me faire. Ça peut paraître la base, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est pas comme ça. Et surtout, c'est essentiel pour le confort des développeurs. Un bon projet, il a aussi un scope bien défini. Une des premières bonnes pratiques, c'est d'éclater votre logique en petits blocs. C'est l'inverse de l'application monolithique. Je ne veux pas me fâcher avec Doctolib, mais nous, c'est l'approche qu'on a eue. L'idée des microservices, donc Carles vous en a beaucoup parlé, c'est un découpage fonctionnel de votre écosystème en plein de petits projets. Et quand vous avez des petits projets, c'est beaucoup plus facile d'appliquer les 4 principes dont je vous ai parlé avant que quand vous avez un monolithe. Et en JavaScript, la plupart des développeurs ont l'habitude des microservices d'API. Alors là, j'ai pris l'exemple des serveurs Express, où ça va être très facile, en tout cas, de découper les responsabilités entre différents serveurs. Et en front-end, il faut savoir que ça existe aussi. C'est le concept de micro-front-end. Alors, je suis déçu parce que je n'ai pas pu assister à la présentation qui était dédiée à ça à 13h30. Je pense que le replay est intéressant. Par exemple, nous, en React, on le fait grâce à la librairie React Loadable. Et ça nous permet de retrouver un peu cette logique de microservices avec des composants indépendants au sein d'une page web. Et j'ai un exemple. On va avoir une single page app dans laquelle on va pouvoir plugger des composants indépendants. Par exemple, le petit tooltip qui permet la gestion du compte utilisateur ou alors le menu de navigation. Ici, chaque élément du menu va charger à la volée son propre composant. Et chacun de ces blocs peut être un élément qui est vraiment complètement indépendant, c'est-à-dire avoir son propre dépôt GitHub, que je vais aussi pouvoir le mettre à jour indépendamment du reste de mon app, et surtout, je vais pouvoir le réutiliser entre mes différents projets. C'est ce qu'on appelle du coup les micro-front-end. C'est un pattern super intéressant, et si ça vous intéresse, vous pouvez venir en parler avec nous après sur le stand d'Augury, on pourra en discuter. Quelque chose de très important aussi quand on croit rapidement, et qui est souvent sous-estimé au début, c'est la qualité de code. Alors là, on va peut-être toucher un sujet sensible,
Mais la différence de qualité de code entre un développeur junior et un développeur senior, c'est qu'un développeur senior, il sait qu'il ne doit pas être trop attaché à son code, parce que ce code, il va pouvoir être trashé à tout moment. Il sait aussi que son code, il n'est pas bon tant qu'il est le seul à l'avoir lu. Et il sait aussi que son code, il va être beaucoup plus souvent relu et modifié que le temps qu'il va passer initialement pour l'écrire. Si vous lisez du code et que vous n'arrivez pas à le comprendre facilement, c'est un gros problème. Et c'est encore plus un problème si c'est votre code que vous avez écrit 6 mois plus tôt. On trouve plein de paradigmes sur le net qui orientent vers des bonnes pratiques de coding, comme Clean Code en JS, qui est une super référence. On trouve aussi beaucoup de bonnes pratiques de convention de nommage sur différents sites. Et moi, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est un rapide exercice sous forme de petits jeux pour que vous puissiez vous auto-évaluer par rapport à ça. Du coup, j'ai un petit bout de code. Alors ça, c'est niveau 1, c'est du code très débutant. J'ai une fonction ici, execute, qui va prendre des datas en paramètres et qui va faire un traitement. Ici, c'est hyper compliqué de comprendre ce qui est attendu dans mon paramètre data et de savoir ce que fait exactement ma fonction. Je vois madame, monsieur, mais c'est vraiment compliqué de comprendre. Les clés de mon objet ne sont pas du tout explicites. Niveau 2, on commence à voir qu'on parle de nom, de prénom, de genre, c'est un petit peu plus clair, mais dans le nommage de mes variables, j'aurais pu aller un cran plus loin et donner un nom plus explicite, du coup déjà à mes variables, mais aussi même à ma fonction, pour décrire plus précisément ce que ça fait. Niveau 3, c'est une proposition. Ici, c'est déjà beaucoup mieux. Je vois que j'ai print username. Alors ok, ma fonction va imprimer le détail du nom d'un utilisateur. Ça a du sens. Mais là encore, quand je regarde la signature de ma fonction, j'ai un problème. Pour comprendre ce que contient ma variable user, ou voir ce que retourne ma fonction, il va falloir que je lise du code. Et ça, pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Et c'est là qu'intervient TypeScript. Niveau 4, je peux décrire le type de mes objets, dire si des clés sont optionnelles dans l'objet qui est passé en paramètre. Et si j'ai un bon éditeur, il va m'aider, pendant que je développe, à trouver mes erreurs, c'est-à-dire à faire attention quand j'appelle ma fonction, quand je l'écris. Et les types, c'est ce qui va permettre finalement à JavaScript de devenir un langage qui est très résilient. Et maintenant, en lisant la signature de ma fonction, n'importe qui, et même moi dans un an, saura exactement ce que fait cette fonction. Et ça, pour moi, c'est du code de senior qui est drivé par un bon tooling. Et chez Augury, c'est grâce à ce genre de choses toutes simples, ce choix de techno, qu'on a des gens qui sont capables d'être très à l'aise sur des projets qu'ils découvrent en arrivant chez nous. Les outils à mettre en place pour tendre vers ça, ils sont hyper simples. TypeScript, je vais y revenir très rapidement juste après, et les code review, pour que quelqu'un d'autre que vous ait lu votre code avant qu'il parte en prod. Le code, c'est comme l'humour. Si vous devez l'expliquer, c'est qu'il n'est pas bon. Retenez juste que ce qui est lisible, c'est maintenable, et vous comprendrez que la qualité de code, c'est indispensable. Et c'est la souche de vos projets, et c'est la différence dans une boîte entre prendre du plaisir ou pas à travailler sur des projets. On va parler d'un autre sujet un peu sensible. Et là, je risque de me prendre des coups de chaussure. Un autre point important, c'est de bien comprendre JavaScript. Alors vous allez me dire, quand même, JavaScript, ce n'est pas le langage le plus compliqué du monde. JavaScript n'est pas un langage à classe. Ils en ont mis un petit peu à partir de S6 pour draguer les développeurs d'autres langages, mais à la base, c'est un anti-pattern en JavaScript qui est un langage objet à prototype. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les classes c'est très utile, il y a plein de cas de figure où c'est même indispensable. Ce que je dis, c'est que ça ne doit pas être un réflexe. Et il y a des développeurs, surtout ceux qui viennent d'autres écosystèmes, qui ont tendance à en mettre partout. Un exemple dans notre code base, c'est une classe express qui initialise un serveur. Alors c'est du TypeScript aussi ici, mais ce n'est pas la question. Pourquoi une classe pour initialiser un serveur? A priori, dans l'instance, ça va s'exécuter qu'une seule fois. Le constructeur, en plus, il fait appel à 3 méthodes privées à la suite. Donc ça sera toujours dans le même ordre. Pourquoi utiliser des méthodes? On va dire oui, c'est pour décrire, etc. Mais en vrai, ça fait plus de code à écrire, plus de code à lire et plus de code à débugger. De même qu'une instance de classe sera beaucoup plus difficile à débugger en JavaScript qu'un objet natif JavaScript classique. Sophie Alpert, une des principales mainteneuses de React chez Facebook, explique qu'ils ont eu des gros problèmes d'optimisation justement à cause des classes. Parce que, par exemple, pour le hot reloading de composants dans les pages. C'est pas pour rien aujourd'hui d'ailleurs que React tend à devenir 100% pure fonction, 100% pure object, pour des soucis de perf, de test, de lisibilité, de réutilisation. Et justement, ça encourage les bonnes pratiques qui sont des bons patterns en JavaScript. En JavaScript, quand vous écrivez les choses avec une logique de module, donc séparation par fichier, tout est plus simple. Ce code-là, il fait exactement la même chose que le bout de code que je vous ai montré avant. Et alors c'est sûr que c'est un parti pris et que ça bouscule un peu ceux qui viennent des écosystèmes de PO classiques,
Mais aujourd'hui, on l'a vu avant, on peut très bien se reposer sur TypeScript pour avoir les mêmes bénéfices que ce que proposerait une classe ou une interface dans un autre langage, mais sans avoir à subir la structure d'une classe. Chez Augury, on a essayé de se nourrir de ce paradigme et on a commencé à se demander comment on pourrait en faire une bonne pratique. Et notamment par rapport à un problème qu'on a souvent rencontré. Par exemple, si un jour je me rends compte qu'une de mes logiques pourrait être utilisée entre plusieurs de mes projets. Je me dis, tiens, il faudrait que je l'extrais dans un autre module qui puisse être partageable. Là où avant, on voyait souvent des séparations par couche de responsabilité dans le code, avec un dossier qui va contenir les contrôleurs, un dossier qui va contenir les modèles, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de regrouper toute la logique relative à une fonctionnalité, par exemple un endpoint ou ce que vous voulez, directement au sein d'un même dossier. Et c'est ça qui va représenter votre module, même s'il est interne à votre projet. Et à la racine de votre module, si vous le voulez, vous pouvez avoir un index qui va exporter toute la logique de votre module. Et du coup, dans n'importe lequel de vos autres fichiers, vous allez pouvoir importer la logique de votre module comme si elle provenait d'un module indépendant. Et le jour où vous voulez extraire ce module, vous n'aurez rien à faire. De base, il sera réutilisable. Et ça, c'est aussi un très bon pattern en JavaScript. On va maintenant parler un peu de TypeScript. J'en ai parlé déjà un peu avant. On est une boîte qui a réussi à croître avec JavaScript, et TypeScript, c'est vraiment ce qui nous a aidé à avoir du JavaScript résilient. Seul DevJS que je connais qui n'aime pas TypeScript, ce sont ceux qui n'ont jamais essayé. Alors c'est maintenu par une petite startup que vous connaissez peut-être, qui mise énormément sur ce langage. Ils ont créé avec un des meilleurs éditeurs gratuits du marché, qui lui-même est écrit 100% en TypeScript. C'est un langage qui a une popularité grandissante. Alors, je suis désolé pour le pie chart. TypeScript est rentré dans le top des langages les plus demandés en France. Alors ici, vous allez me dire, oui, c'est que 1,6%. Mais en réalité, dans les 18% du dessus, on a beaucoup d'annonces JavaScript qui sont cachées parce que derrière, les gens font du Angular ou effectivement du TypeScript. Et du coup, ce qu'on peut lire là-dessus, c'est qu'il y a déjà à peu près entre 10 et 15% des développeurs JavaScript qui sont des développeurs TypeScript. Alors TypeScript, évidemment, ça fournit un typage statique, c'est ce qu'on lui demande, mais pas seulement. Ces types, ils peuvent servir de contrat pour la communication entre vos applicatifs, par exemple votre front-end et votre back-end. Nous, on le fait avec GraphQL, par exemple. C'est un très bon transpiler qui a une configuration minimaliste et simple. Du coup, ça vous rend plus dépendant de la spécification. C'est votre version de TypeScript qui va vous donner accès à des fonctionnalités, un peu comme dans les langages traditionnels. Et il a un linter très efficace qui inclut du coup, le check des types, et là-dessus, il est imbattable, en JavaScript en tout cas. Et surtout, c'est un tueur de la JavaScript fatigue, parce que si on compare deux projets équivalents avec à gauche un projet en Babel et Flow pour le typage, et à droite un projet en TypeScript, en rouge, ce sont tous les paquets qui servent soit au typage, soit à la configuration du transpiler, soit au linter. Et on voit clairement qu'en TypeScript, on a beaucoup moins de paquets à surveiller et à mettre à jour si on veut maintenir les projets à jour. Alors oui, TypeScript, c'est vrai que ça peut frustrer un petit peu les bidouilleurs, mais aujourd'hui, c'est même compatible avec Babel. Donc si on a vraiment envie d'utiliser TypeScript et de continuer à bidouiller, c'est encore possible. Donc on n'a plus vraiment de raison de ne pas s'orienter vers cette techno. Je vais terminer ma présentation en vous parlant de quelques outils un peu plus techniques que je trouve intéressants et qu'on a intégrés à nos process et surtout qui répondaient à des problématiques qu'on a eues chez Augury. Pour notre style de code d'abord. On avait parfois un souci de cohérence entre la manière de coder d'un projet à un autre ou d'un développeur à un autre. Et c'était hyper chiant de devoir maintenir des configs ESLint à jour entre tous ces projets. Du coup, on a tranché, on a choisi d'utiliser Prettier. Prettier, il va se charger de mettre en forme votre code automatiquement en se basant sur des meilleures pratiques qu'on a l'habitude de voir en JavaScript. Du coup, vous n'avez pas à vous poser de questions. Il y a des gens qui se laissent poser pour vous. Nous, on n'est pas payé pour taper des espaces ou des retours à la ligne, on est tapé pour payer du code. Du coup, vous faites simple, vous installez ce module-là dans votre éditeur de texte, vous le mettez en format on-save et vous n'aurez plus jamais à vous prendre la tête. En bonus, si vous en avez marre des commits avec des lignes vides ou des espaces de fin de ligne ou des espaces un peu n'importe où, vous installez linstage et useKey avec, et Prettier va s'exécuter à chacun de vos commits. Et donc, votre code base sera vraiment clean d'un point de vue syntaxique. Un autre problème auquel on a dû faire face et qui est lié à notre JavaScript fatigue, c'est arrivé que pour initier un nouveau projet, on copie-colle un projet existant qui fonctionnait déjà. Sauf qu'en faisant ça, nos dépendances étaient un peu à la rue, un peu vieilles, et dès qu'on a eu besoin d'ajouter des nouvelles librairies, des fois elles n'étaient juste pas compatibles
avec nos librairies legacy ou avec notre version de Node sur laquelle tourner nos librairies legacy. Et pour que votre dépendance de projet reste à jour, il y a une commande à connaître absolument, qui est le yarn outdated, ou npm outdated, ça marche aussi. Ça va vous permettre de garder facilement à jour vos dépendances. Et du coup, le jour où vous allez vouloir forker une librairie que vous avez maintenue à jour, bah vous n'aurez aucun problème. Qui connaissait cette commande? Donc 2. Et cette commande, elle est vraiment géniale. Moi, personnellement, je ne la connais pas depuis très très longtemps non plus, mais elle est vraiment géniale. Un autre outil de gestion des dépendances qui va vous permettre d'avoir un projet qui reste clean. Nous, on a déjà eu pas mal de problèmes avec des paquets dans nos packages JSON qui dormaient et puis qu'on avait oublié de supprimer. Et ce qui pouvait parfois créer des conflits de version entre des paquets qu'on rajoutait par la suite. Et cette fois, c'est un paquet NPM que j'aime beaucoup qui s'appelle depcheck. Et depcheck, ce qu'il va faire, c'est parcourir votre code, trouver les paquets de votre package JSON que vous n'utilisez pas et vous les lister. Et ça, c'est vraiment top pour nettoyer votre package JSON et avoir un package JSON qui est toujours avec l'essentiel. Un autre problème qu'on a eu aussi, celui-là c'est un peu plus technique, ce sont les dépendances circulaires. Une dépendance circulaire, c'est assez difficile à détecter, c'est simplement un module A qui va appeler un module B qui, par un moyen peut-être complexe, va rappeler ce module A, avec une espèce de boucle comme ça. Et ça peut être sur plusieurs fichiers, donc c'est difficile à détecter. Ça ne va pas forcément causer des bugs immédiatement, mais plutôt les overflows de mémoire et tout ce genre de bugs qui sont horribles à débugger. Nous, par exemple, on faisait un x4 sur certains de nos builds Webpack sans savoir pourquoi, et c'était à cause des dépendances circulaires. Du coup, un autre outil qui est indispensable et qu'on commence à mettre dans tous nos projets, c'est Madge. Et Madge, c'est simplement un détecteur de dépendance circulaire. Et vous le mettez dans votre CI, vous l'exécutez à chaque fois que vous poussez votre code, et vous êtes tranquille, vous n'aurez plus ce problème de dépendance circulaire. D'ailleurs, quand nous on l'a intégré dans nos projets, on en a trouvé plein qu'on n'estimait même pas. Toujours en parlant d'intégration continue, un outil très intéressant également, c'est Danger.js. Danger, c'est un automatiseur de code review qui va vous permettre de surveiller qu'une code review répond à certaines exigences que vous pouvez configurer. Ça peut être la limite de la taille de votre paquet, ça peut être des règles de lintage, de test coverage, etc. C'est tout ce que vous voulez, il y a beaucoup d'options. Et c'est le genre de paquet tout bête qui peut faire gagner beaucoup de temps lors des code reviews en limitant tout simplement les allers-retours entre les développeurs. Et pour finir, si vous n'avez pas une veille technique qui est très active en JavaScript, vous savez, la veille technique, c'est le truc qu'on espère tout le temps faire et on ne trouve jamais le temps pour le faire. Y a pas mal de sites qui font des compilations de librairies, les plus populaires à explorer. Un que moi j'aime beaucoup, c'est Rising Star, qui fait un classement très riche des librairies JS en fonction des stars qu'elles ont sur GitHub. Et je trouve que c'est une bonne référence parce qu'il permet de découvrir beaucoup de paquets qui sont dans le vent et qu'on aurait pu rater. J'aimerais conclure en vous disant que c'est en s'imposant ces bonnes pratiques que Augury a réussi à réduire au maximum sa dette technique, à recruter et à intégrer un grand nombre de développeurs en très peu de temps et du coup à gravir en quelque sorte les marges du succès. Et j'espère sincèrement qu'il y a quelques éléments qui vous aideront de cette présentation pour votre avenir. Si vous voulez avoir accès aux ressources et aux références de cette présentation, vous pouvez scanner ce QR code. Voilà pour moi. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. On a 2 minutes. Ouais. C'est bon. Pas de questions ? Un outil d'analyse de code dans le process de build que vous avez utilisé? Pas spécialement. On se contente aujourd'hui de notre lint et de notre typage et on n'a pas d'outil d'analyse de code par-dessus. Code coverage? Code coverage qui est assuré par Jest aujourd'hui, qui inclut aujourd'hui comment elle s'appelle cette librairie déjà? J'ai oublié. Istanbul, voilà. Qui permet de gérer le coverage sans avoir rien à faire en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.